parmi nous. Hector, bonsoir. Vous êtes allé visiter pour nous une prestigieuse exposition à la National Gallery à Londres. Et alors, avec votre œil bionique, vous allez nous montrer des détails que le spectateur ne perçoit pas. Oui. C'est une exposition que j'ai vue et qui doit être une des plus belles que j'ai jamais vues sur le XVe siècle, le Quattrocento. Quand on dit Quattrocento, les gens se disent mais de quoi s'agit-il? Ben, ça veut dire les années 1400. C'est-à-dire que c'est le tout début de la peinture. On a inventé à peine la peinture à l'huile. Ça fait 50 ans qu'on la maîtrise à peine. Et on sait faire. C'est-à-dire qu'on sait rendre la texture des cheveux ou la texture des pommes ou la texture des poires. Mais on a évolué parce que ça fait 50 ans qu'on sait le faire. Alors du coup, on va jouer. Et peut-être que les cheveux, on va les dessiner parfaitement, mais on va leur donner la texture du bois. Parce que c'est drôle, parce que c'est amusant, parce qu'on va jouer avec les codes. Tout d'un coup, l'histoire de la peinture commence au Quattrocento. Alors, j'ai commencé, je me suis dit, je vais vous comparer deux tableaux qui sont a priori similaires, a priori ennuyeux, a priori dans lesquels on va se dire, mais il faut quand même savoir qui est Saint-Christophe, qui est Saint-Jean-Baptiste, qui est... etc. Et je dis, ben, cette fois-ci, non pas que je dise qu'il ne faut jamais être cultivé dans la vie, non. Mais cette fois-ci, on pourrait oublier qu'il s'agit de Saint-Christophe. Et juste... Parce que souvent, on ne s'autorise pas à avoir un jugement sur la peinture. On se dit qu'on s'y connaît pas assez. Moi, je dis non. Regardez comment sont faits les cheveux. Regardez comment sont faits les poires et les pommes. Beaucoup de messages passent, beaucoup de sens passent dans la manière dont c'est peint. Attention, magnéto. Alors, on va donc ignorer qu'il s'agit de la Vierge. On va ignorer qu'il s'agit de Saint-Sébastien. On va s'intéresser, nous, aux cheveux sculptés dans le bois, et ce que je mentais tout à l'heure, autrement dit de la peinture qui imite de la sculpture, qui imite de la chevelure. Là, chez Mantegna, un autre tableau, le sol est jonché de cailloux dont je dirais qu'ils ressemblent à des gouttes d'eau. C'est personnel, mais en vérité, quand on compare avec d'autres tableaux de Mantegna, on voit que j'ai pas complètement tort. Si je ne vous ai pas convaincu, voyez maintenant la tunique en peau de mouton retournée, attribut bien connu de Saint-Jean-Baptiste, qui a l'air d'être faite d'un tissu complètement transparent. On dirait du tulle, du tergal. Est-ce qu'on peut dire du polyester? Non, on ne peut pas le dire. Mais pourtant, on voit bien que c'est étrange. Transparence. Transparence qu'on retrouve là, maintenant chez Crivelli, l'autre peintre. Et on se demande, est-ce que c'est le compotier qui est transparent ou est-ce que c'est les poires qui ont été peintes dessus? Comme un petit effet. Tout est assez étrange, tout est assez... C'est vrai, c'est pas vrai. Vous voyez des cornichons qui sont surdimensionnés. Le détail est poussé, mais jusqu'au fantastique. Les noisettes, là, qui sont géantes et qui ont la taille des poires. Les poires qui ont l'air d'être en mousse. Et même, il y a un petit... Vous voyez le clou, là? Et bien, ce clou, je vous demande de le comparer chez l'autre artiste, qui s'appelle Mantegna, à la ceinture de fortune venue cintrer la tunique de Jean-Baptiste faite d'une liane nouée. Admirable détail, qui est autrement plus beau que celui de l'autre tableau. Parce qu'on avait deux tableaux qu'on a comparés l'un dans l'autre. Un génie qui s'appelle Mantegna et un type bien qui s'appelait Crivelli. Donc il y a bien une esthétique commune, celle de jouer avec l'ambivalence du vrai et du faux. Déjà, tout ce que je dis là, vous auriez pu le voir tout seul, il n'y avait pas besoin de s'y connaître spécialement, il faut juste regarder, il faut juste comparer. Et dans mon deuxième magnéto, je vais tenter de vous prouver définitivement que Mantegna, c'est le meilleur, c'est-à-dire ce tableau-là. Et on y va. Ce sont donc, chez Crivelli, l'autre, il y a une poursuite, une course au détail dans toute leur luxuriance qui consiste à les grossir de manière un peu caricaturale. Il y a de l'or, il y a du marbre, partout, jusque dans le moindre interstice du décor. On se croirait dans le hall d'un hôtel d'Abu Dhabi où tout coûte cher et où tout semble faux et qui a l'air d'ailleurs terriblement contemporain pour cette raison. Mais si vous regardez l'arme de Sébastien, elle ressemble à un jouet. Saint Jérôme a tout d'un personnage de bande dessinée et le lion a une figure volontairement grotesque qui n'est pas sans charme parce que c'est aussi l'époque. Si nous comparons maintenant la Vierge de Crivelli, qui n'est pas laide, c'est pas mon point, avec celle de Mantegna, on mesure la beauté picturale de sa tunique. Regardez, là vous reconnaissez Mantegna, ce dégradé qui oscille à chaque repli du vêtement entre le jaune et le rouge. Et ce dégradé qu'on retrouve dans la robe bicolore de Madeleine, dans le même tableau qui traîne sur le sol. Et ça c'est magnifique. Rouge et verte, tout près des gouttes d'eau dont je parlais tout à l'heure. C'est d'ailleurs à ces drapés extraordinairement expressifs qu'on reconnaît définitivement Mantegna avec leur incroyable architecture de tissus qui flottent dans l'air. Vous voyez ça? Et c'est définitif. C'est-à-dire que vous allez au musée, vous allez reconnaître un Mantegna. Merci. Belle talente, merci beaucoup. Hector, nous sommes tous captivés, à commencer par vous, Jean de Ormesson. Vous n'avez pas perdu une miette de ce qu'a dit notre ami Hector.